26 mai 1940, 14h27, le major Geoffroy Darrington se tenait sur la plage de Dunkerque, ses bottes s'enfonçant dans le sable mouillé. Autour de lui, l'Empire britannique semblait partir en flammes. Derrière lui, 338 000 soldats attendaient leur évacuation. Devant lui, invisible mais omniprésente, une vague de panzers allemands avançait avec une vitesse, une coordination qui réduisait en poussière toutes les doctrines militaires de l'armée britannique. Harrington avait lu et relu à 3 reprises le manuel allemand de l'art de la conduite des troupes de 1936. Il parlait allemand, couramment. Il avait compris ce qui rendait la Wehrmacht différente. Mais personne ne l'avait écouté. Maintenant, alors que la fumée noire s'élevait au-dessus des véhicules en feu et que le grondement de l'artillerie allemande se rapprochait, il était confronté à une vérité terrible. L'armée britannique perdrait cette guerre si elle n'apprenait pas à penser comme l'ennemi. Il faudrait 4 ans, 4 ans de défaites dévastatrices, 4 ans d'études désespérées, 4 ans d'affronts institutionnels, avant que l'armée britannique ne finisse par copier ce qui se trouvait sous ses yeux, la tactique de la mission allemande, le Auftragstaktik. Voici l'histoire de cette transformation, l'histoire de la manière dont l'orgueil mal placé fut brisé, dont la nécessité força l'apprentissage, et comment la leçon la plus humiliante de la guerre devint le fondement de l'OTAN moderne. 15 juin 1940, 09h15. Ministère de la Guerre, Paris. La pièce sentait la fumée de cigares et la défaite. Le général Jean Kennedy ouvrit le dossier d'une main tremblante. Le titre « Analyse a posteriori de la campagne de France 1940 ». Les chiffres étaient accablants. Unités blindées allemandes, 385 km en 10 jours. Une moyenne de 38,5 km par jour en conditions de combat. Unité blindée britannique, 127 km en 10 jours. Une moyenne de 12,7 km par jour. Un rapport de 3 pour 1. Et ce n'était pas le pire. Le temps de latence dans l'exécution des ordres rendait Kennedy physiquement malade. Lorsqu'un commandant britannique recevait un ordre, il attendait en moyenne entre 4 et 12 heures avant d'agir. Il attendait des éclaircissements, des approbations, des instructions détaillées sur ce qu'il fallait faire. Exactement comment le faire, quand le faire. La Wehrmacht allemande, 0 heure d'attente. Il recevait une mission, prendre ce pont, percer cette ligne, atteindre ce point. Et ensuite, les commandants sur le terrain agissaient immédiatement, avec une initiative totale, sans attendre d'autres ordres. Kennedy lut le rapport du major Geoffroy Darrington, qui avait observé une division blindée allemande près d'Arras le 18 mai 1940. Harrington décrivait comment un capitaine allemand avait modifié l'ensemble de sa formation tactique en 23 minutes. Après avoir rencontré une résistance britannique inattendue, aucun appel radio au quartier général, aucune demande d'autorisation, seulement une décision immédiate et autonome. Un capitaine britannique de rang équivalent aurait mis entre 3 et 6 heures pour obtenir l'autorisation d'une telle modification. En ces 3 à 6 heures, la bataille aurait été décidée depuis longtemps. À la fin du rapport, Harrington avait écrit une question simple. Pourquoi nous battons-nous encore avec la doctrine de 1918, alors que l'ennemi vit en 1940 ? Kennedy ferma le dossier, puis il le rouvrit et relut le dernier paragraphe. Harrington avait écrit « Notre tactique de commandement tue plus de soldats britanniques que les canons allemands. Nous n'avons pas été vaincus, nous nous sommes vaincus nous-mêmes. » 22 juin 1940. Winston Churchill était assis dans son bureau. La directive posée devant lui sur le bureau. Directive 73B du ministère de la Guerre. Étude approfondie de la philosophie de commandement allemande. Il l'avait rédigée personnellement. 142 officiers passeraient les 3 prochains mois à étudier tous les documents allemands qu'ils pourraient trouver. Churchill savait ce que cette directive signifiait.
C'était la première fois dans l'histoire moderne que l'armée britannique reconnaissait officiellement que l'ennemi était fondamentalement supérieur, pas en nombre, pas en technologie, mais dans la manière de penser elle-même. Il signa la directive d'une main lourde. Puis il ajouta une note personnelle, qui ne fut déclassifiée qu'en 1972. Nous devons apprendre à penser comme ils pensent, ou nous mourrons comme nous mourrons. L'orgueil mal placé est un luxe que les empires morts ne peuvent se permettre. 12 septembre 1940. Le rapport final atterrit sur le bureau de Churchill, 286 pages. Le colonel Adrian Simpson l'avait écrit personnellement, sur la base des études de 142 officiers qui avaient interrogé des prisonniers allemands, analysé des documents capturés et reconstitué les champs de bataille de France. La conclusion centrale figurait à la page 3. La tactique de la mission allemande repose sur 3 principes qui sont fondamentalement contraires à la culture militaire britannique. Premièrement, les commandants subalternes ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de s'écarter de leurs ordres, si la situation change. Deuxièmement, la mission est sacrée. L'ordre est flexible. Troisièmement, chaque officier est formé à penser un niveau au-dessus de son rang. Simpson écrivit « Nous entraînons l'obéissance, ils entraînent l'initiative, nous punissons la déviation, ils punissent la passivité, nous récompensons l'exécution précise des ordres. Ils récompensent la réussite des missions, quelle que soit la manière dont les ordres initiaux ont été formulés. » À la page 87, Simpson documentait un exemple concret. Pendant la bataille de Sedan le 13 mai 1940, le général Erwin Rommel avait complètement ignoré son ordre initial. Il devait tester les défenses de la Meuse et attendre des renforts. Au lieu de cela, il traversa immédiatement la rivière, perça les lignes françaises et fonça à 350 km à l'intérieur du territoire ennemi, sans autorisation, sans renfort, sans attendre d'autres ordres. Un officier britannique aurait été traduit devant une cour martiale. Rommel reçut la croix de chevalier. Simpson conclut le rapport par un avertissement désespéré. Si nous ne modifions pas fondamentalement notre structure de commandement, cette guerre se terminera par une défaite. La Wehrmacht ne nous bat pas avec de meilleures armes. Elle nous bat avec de meilleurs cerveaux, qui pensent plus vite et agissent de manière plus autonome. Pour comprendre la nature fondamentale de cette différence, Simpson consacra 47 pages du rapport à une analyse détaillée des 3 principes de la tactique de la mission allemande par rapport à la tactique de commandement britannique. Principe numéro 1. Flexibilité contre obéissance. Dans la guerre allemande, un capitaine recevait une mission comme sécuriser le carrefour au kilomètre 47 avant 18 Rills. La manière dont il sécurisait ce carrefour lui incombait entièrement. Il pouvait attaquer de front, flanquer, contourner, négocier, tromper. La méthode était sans importance. Seul le résultat comptait. Un capitaine britannique recevait un ordre du genre « Déplacer la compagnie A le long de la route 7, atteignez le point Delta à 14h30, établissez une position défensive avec des mitrailleuses aux coordonnées X, Y et Z, envoyez des éclaireurs à 200 mètres au nord, attendez d'autres ordres du quartier général. » L'ordre allemand tenait en 15 mots. L'ordre britannique en 45. Mais la vraie différence ne résidait pas dans la longueur, elle résidait dans la philosophie. L'officier allemand réfléchissait, l'officier britannique obéissait. Adrian Simpson interviewa un capitaine allemand prisonnier nommé Klaus Werner, qui avait combattu à Arras. Werner expliqua « Mon commandant me fait confiance. Il me dit ce qui doit être accompli. Je lui dis comment je vais y parvenir. Si la situation change, je change le plan. Je n'ai pas besoin de lui demander. Il attend de moi que je réfléchisse. » Un capitaine britannique interviewé par Simpson déclara avec désespoir « Si je m'écarte de mon ordre, même si mon écart est couronné de succès, je serai sanctionné.
Le système ne récompense pas le succès, il récompense l'obéissance. Une désobéissance réussie reste une désobéissance. Principe numéro 2. Centré sur la mission contre centré sur la méthode. Les commandants allemands étaient jugés selon un seul critère. Avez-vous rempli votre mission? Les commandants britanniques étaient jugés selon plusieurs critères. Avez-vous suivi les ordres? Avez-vous respecté le protocole? Avez-vous respecté la chaîne de commandement? Votre rapport était-il à l'heure? La mission n'était qu'un critère parmi tant d'autres. Simpson documenta un cas bouleversant d'avril 1940. Un major britannique nommé Thomas Whitmore attaqua une position allemande avec une manœuvre de flanc brillante, au lieu de suivre l'attaque frontale ordonnée. Ses troupes prirent l'objectif sans aucune perte, alors que le plan initial aurait entraîné, selon les estimations, entre 40 et 60 pertes. Whitmore fut traduit devant une cour martiale pour désobéissance. Il perdit son rang. 2 mois plus tard, il mourut en tant que capitaine à Dunkerque. Son dernier message à sa femme, retrouvé dans ses effets personnels, disait « J'ai sauvé 60 vies en avril. Le système m'a puni. Maintenant, je meurs en suivant des ordres qui n'ont aucun sens. L'Empire britannique perdra cette guerre s'il n'apprend pas à apprécier les résultats plus que l'obéissance. » Principe numéro 3, penser un niveau au-dessus. Chaque officier allemand était formé non seulement pour comprendre son propre rôle, mais aussi le rôle de son commandant. Un lieutenant pensait comme un capitaine pensait comme un major pensait comme un colonel. Cela signifiait que si le capitaine tombait, le lieutenant pouvait immédiatement prendre le relais, car il pensait déjà comme un capitaine. Si le major tombait, le capitaine continuait à diriger, car il comprenait la situation stratégique globale. Dans l'armée britannique, chaque officier pensait un niveau en dessous, pas au-dessus. Un capitaine pensait comme un lieutenant, car il ne se souciait que de l'exécution de ses ordres spécifiques. Si le commandant tombait, toute la structure s'effondrait, car personne ne comprenait la mission globale. Simpson conclut cette section avec une statistique dévastatrice. Lors de 78 engagements analysés en France en 1940, lorsque le commandant britannique était tué ou blessé, l'unité britannique s'effondrait ou se retirait dans 67% des cas. Lorsque le commandant allemand tombait, l'unité allemande continuait avec succès sa mission dans 91% des cas. La différence n'était pas le courage. Les soldats allemands et britanniques étaient également courageux. La différence était la mentalité. Les soldats allemands comprenaient pourquoi ils se battaient. Les soldats britanniques comprenaient seulement ce qu'ils devaient faire. Octobre 1940. La 7e division blindée fut choisie comme première unité expérimentale pour tester les principes allemands. Le brigadier Guillaume Horn-Belichat reçut l'ordre de former ses officiers à la tactique de la mission. Ce fut un désastre. Lors du premier exercice en novembre 1940, 83% des capitaines échouèrent. Ils ne pouvaient pas opérer de manière autonome. Ils étaient tellement conditionnés à attendre des ordres détaillés qu'ils étaient littéralement paralysés lorsqu'on leur donnait simplement une mission sans instruction spécifique sur la manière de l'accomplir. Un capitaine nommé Geoffroy Roberts déclara lors d'un débriefing « Vous me dites de prendre cette colline, mais vous ne me dites pas de quel côté, vous ne me dites pas avec quelle formation, vous ne me dites pas quand exactement. Comment suis-je censé savoir quoi faire ?» Horn-Belichat répondit avec lassitude « C'est précisément le but, vous êtes censé savoir, vous êtes l'homme sur le terrain, vous voyez le terrain. Vous connaissez vos troupes, vous décidez. » Roberts le regarda fixement, comme s'il avait parlé une langue étrangère. Pour un officier britannique formé dans une culture d'obéissance absolue, cette idée n'était pas seulement étrangère, elle était psychologiquement impossible. La formation dura 8 mois.
Sur 847 officiers de la 7e division blindée, 203 réussirent à fonctionner de manière authentique selon la nouvelle mentalité, 24%. Les 76% restants ne parvinrent pas à surmonter les anciennes habitudes. Pendant ce temps, la Wehrmacht déferlait sur les Balkans, l'Afrique et se préparait à Barbarossa. Pendant que les Britanniques apprenaient, les Allemands pensaient. Le problème était plus profond qu'une simple formation. Il était culturel. Il était enraciné dans la manière dont les officiers britanniques étaient éduqués depuis des générations. L'Académie royale militaire de Sandhurst, fondée en 1802, formait les officiers dans une tradition marquée par l'Empire britannique. Hiérarchie, ordre, obéissance, protocole. Un officier gentleman devait être un exemple de discipline pour ses hommes. Il devait recevoir des ordres d'en haut et les transmettre précisément vers le bas. L'initiative était suspecte. La déviation était une rébellion. L'Académie de guerre prussienne, fondée en 1810, formait les officiers dans une tradition complètement différente. Née des défaites contre Napoléon, la Prusse avait acquis une vision radicale. Les armées rigides perdent contre les armées flexibles. Ils ont donc construit un système qui systématisait la flexibilité. Chaque officier prussien, puis allemand, ne passait pas seulement du temps en classe. Il passait du temps comme officier d'état-major, puis comme officier de terrain, puis à nouveau comme officier d'état-major. Cette rotation signifiait que chaque officier comprenait à la fois les niveaux stratégiques et tactiques. Chaque officier avait pris des décisions sans supervision. Chaque officier avait appris à penser de manière autonome. Un lieutenant britannique, fraîchement sorti de Sandhurst, avait 18 mois de formation, dont 3 mois sur le terrain. Le reste, salle de classe, exercice, protocole. Un lieutenant allemand avait 24 mois de formation, dont 9 mois sur le terrain. 3 mois comme officier d'état-major dans un régiment, où il apprenait la planification opérationnelle, et 2 mois lors de manœuvres, où il devait résoudre des crises simulées sans commandant. Le lieutenant britannique apprenait à obéir aux ordres. Le lieutenant allemand apprenait à accomplir des missions. Cela semblait être une petite différence. Sur le champ de bataille, c'était la différence entre la vie et la mort. Février 1941, le major Peter Vaux revenait d'une mission de reconnaissance en Afrique du Nord. Il avait observé les postes de commandement allemands pendant 3 semaines. Son rapport était plus qu'alarmant. Il était accablant. Il décrivait comment un lieutenant-colonel allemand avait redirigé toute une compagnie de chars sans contacter son quartier général. La mission était de couper une colonne de ravitaillement britannique. Le lieutenant-colonel découvrit en chemin une opportunité plus grande, un aérodrome non protégé. Il attaqua immédiatement, détruisit 23 avions britanniques, puis reprit sa mission initiale. Vaux écrivit: son commandant ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il a été félicité pour son initiative. Dans notre armée, il aurait été rétrogradé pour désobéissance aux ordres. Quelle honte! La différence était fondamentale. La philosophie militaire allemande, développée depuis l'époque de Moltke au XIXe siècle, considérait chaque officier comme un guerrier pensant. La philosophie britannique, née des hiérarchies rigides de l'Empire, voyait les officiers comme des outils qui devaient être exécutés avec précision. Vaux conclut par une phrase prophétique: « Nous gagnerons cette guerre parce que nous avons plus d'hommes et de matériel. Mais nous paierons cher chaque victoire parce que nous combattons plus bêtement que l'ennemi. » Avril 1941, Tobrouk, en Libye. Le siège commençait. Pendant les 8 mois suivants, la garnison britannique serait encerclée par les troupes allemandes et italiennes. Cela allait devenir un exemple manuel des coups des structures de commandement rigides. Le 14 avril 1941, à 11h23, un éclaireur britannique découvrit une faiblesse dans la ligne de siège allemande. Une brèche de 800 mètres entre 2 positions allemandes, ouverte seulement pendant 3 heures, pendant que les troupes allemandes se repositionnaient. Le major britannique qui reçut cette information
le lieutenant-colonel Walter Thompson reconnut immédiatement l'opportunité. Avec 400 hommes et 6 chars, il pouvait percer cette brèche, attaquer les lignes de ravitaillement allemandes et potentiellement déstabiliser tout le siège. Mais Thompson n'avait pas d'ordre pour une telle attaque. Son ordre était « tenir les positions défensives ». Alors, il envoya un message radio au quartier général. « Brèche ennemie détectée. Demande l'autorisation d'une attaque limitée. » La réponse arriva 5 heures plus tard. « Demande refusée. Tenez votre position. D'autres ordres suivront. 5 heures. » Pendant ces 5 heures, la brèche allemande s'était refermée. L'opportunité était perdue. Elle ne reviendrait jamais. Thompson écrivit dans son journal ce soir-là « J'aurais dû agir, que les ordres soient damnés, que le protocole soit damné. 400 hommes et 3 heures auraient pu mettre fin à ce siège. Mais j'ai attendu l'autorisation. Et maintenant, nous allons rester assis ici pendant des mois, et des centaines vont mourir parce que j'ai obéi. » Un officier allemand dans la même situation n'aurait pas attendu. Il aurait compris la mission. Maintenir le siège, ou dans le cas britannique, briser le siège, et il aurait agi immédiatement, en toute autonomie. Thompson survécut à Tobrouk, mais 832 soldats britanniques moururent pendant le siège. Personne ne sait combien aurait pu être sauvé si Thompson avait agi le 14 avril au lieu d'attendre. Mai 1941. Crète. L'opération Mercure allemande. Le débarquement aéroporté sur Crète était une entreprise désespérée. Des parachutistes, vulnérables dans les airs, sautèrent directement dans les défenses britanniques, australiennes et néo-zélandaises. Les premières 24 heures furent un carnage pour les Allemands. 4000 parachutistes atterrirent. 1856 étaient morts ou blessés en 6 heures. Mais alors, le deuxième jour, tout changea. Pas à cause de la supériorité allemande en nombre ou en équipement, mais à cause de la vitesse de la décision. Les commandants allemands sur le terrain, séparés de leur quartier général, sans ordre clair, improvisèrent. Le capitaine Walter Koch atterrit à 3 kilomètres de son objectif. Son ordre initial était « Prenez l'aérodrome de Malem ». Mais ses troupes étaient dispersées, blessées, sans armes lourdes. Koch vit une opportunité, une position d'artillerie britannique, non gardée pendant 20 minutes, pendant que les Britanniques repositionnaient leurs troupes. Koch attaqua, avec 37 hommes. Il prit 3 pièces d'artillerie, puis il utilisa ses canons pour attaquer la défense britannique de l'aérodrome par derrière. Le commandant britannique, le brigadier Lindsay Inglis, reconnut la menace. Il avait 200 hommes en réserve. À seulement 1 kilomètre de là, il aurait pu submerger la position de Koch en 30 minutes, mais ses ordres étaient « garder la réserve pour la défense principale ». Il envoya un message radio. « Position d'artillerie ennemie derrière nos lignes. Demande l'autorisation d'utiliser la réserve. » La réponse arriva 2 heures plus tard. « Autorisé ». Pendant ces 2 heures, Koch avait rassemblé 89 parachutistes allemands supplémentaires, renforcé la position et commencé à démanteler systématiquement la défense britannique par derrière. Quand Inglis déplaça enfin sa réserve, il était trop tard. La bataille de Malem, et donc la bataille de Crète, était perdue. Inglis écrivit plus tard dans son rapport officiel « Les commandants allemands ont agi avec une vitesse que je ne pouvais pas égaler, parce que notre système ne permet pas une telle vitesse. Je devais attendre des ordres. Ils agissaient à leur propre discrétion. Dans la guerre moderne, la vitesse gagne, et nous sommes structurellement lents. » La Crète tomba le 1er juin 1941. 1742 soldats britanniques et du Commonwealth moururent. 1737 parachutistes allemands moururent. Des chiffres presque identiques. Mais les Allemands gagnèrent, pas parce qu'ils étaient plus courageux, mais parce qu'ils pensaient plus vite. 27 octobre 1942.
le général Bernard Montgomery prit le commandement de la 8e armée en Afrique du Nord. Il avait lu les rapports, les 286 pages d'Adrien Simpson, les résultats d'entraînement de la 7e blindée, les analyses désespérées de Peter Vaux et Geoffroy Darrington, les tragédies de Tobrouk et de Crète. Montgomery était un homme d'une discipline de fer et d'une volonté inébranlable. Mais il n'était pas stupide. Il savait que Erwin Rommel ne le battait pas avec des chars, mais avec la vitesse de la décision. En novembre 1942, Montgomery commença prudemment à intégrer les principes allemands. Pas complètement. L'armée britannique n'était pas encore prête pour une transformation complète, mais progressivement, il donna à ses généraux de brigade plus d'autonomie. Il formulait ses ordres comme des missions, pas comme des instructions détaillées. Il commença à récompenser les officiers pour leur initiative et pas seulement pour leur obéissance. Les résultats furent mitigés. À El Alamein, en octobre 1942, la bataille fut une victoire. Mais une victoire coûteuse. Montgomery eut besoin de 12 jours et 13 560 pertes pour prendre une position. Une armée allemande appliquant la tactique de la mission aurait probablement pris en 4 à 6 jours avec la moitié des pertes. Mais c'était un commencement. Pour la première fois depuis 1940, l'armée britannique allait dans la bonne direction. Le plus grand problème de Montgomery n'était pas ses troupes, c'était ses propres généraux. Nombre des officiers britanniques plus âgés, formés dans le système de l'Empire, s'opposaient activement à la nouvelle doctrine. Le lieutenant-général Richard McCreery déclara, lors d'une réunion d'état-major en novembre 1942, « Nous sommes britanniques, pas allemands. Notre système a bâti le plus grand empire de l'histoire. Pourquoi devrions-nous apprendre de l'ennemi ?» Montgomery répondit froidement, « Parce que l'empire est en feu. » Richard, « Parce que nous avons perdu tous les combats depuis 1940, jusqu'à ce que nous atteignions la suprématie numérique, parce que nos soldats meurent. En attendant des ordres, qui arrivent trop lentement, l'Empire n'a pas été bâti sur la brillance militaire. Il a été bâti sur la supériorité industrielle et l'isolement géographique. Cette guerre est différente. Et si nous n'apprenons pas, nous perdrons. » Le silence dans la pièce était glacial. Mais Montgomery avait raison. Et lentement, painfully, les généraux commencèrent à apprendre. 1943, l'année de la lente transformation. L'armée britannique se battait en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, et lentement, bataille après bataille, les officiers britanniques commencèrent à penser de manière plus autonome. En mars 1943, le major Guillaume Théron mena une attaque en Tunisie. Sa route initiale était bloquée par des champs de mines allemands. L'ancien Guillaume aurait attendu de nouveaux ordres. Le nouveau Guillaume, entraîné à la nouvelle doctrine, improvisa. Il effectua un mouvement de flanc, trouva une route alternative, atteignant son objectif seulement 40 minutes plus tard que prévu. Cela semble trivial, mais c'était révolutionnaire. 2 ans plus tôt, Guillaume aurait été paralysé. Maintenant, il réfléchissait, et réfléchir sauvait des vies. Mais la transformation était lente, trop lente. Lors de la bataille de Salerne en septembre 1943, les troupes britanniques échouèrent lors d'une contre-attaque cruciale. Parce que les commandants attendaient toujours des ordres détaillés, alors que les troupes allemandes improvisaient en moins de 30 minutes et perçaient les lignes britanniques. Le général Mark Clark, le commandant américain à Salerne, écrivit, frustré, « Les Britanniques apprennent, mais ils apprennent si lentement. Chaque bataille est une leçon, mais les leçons coûtent des vies, et les étudiants meurent avant d'obtenir leur diplôme. » 6 juin 1944, Normandie. L'armée britannique débarqua sur les plages avec une nouvelle doctrine, le manuel de campagne 1042, publié en mai 1942,
avait officiellement introduit le concept de tactique de la mission pour la première fois dans l'histoire militaire britannique. La différence fut immédiatement visible. Les commandants britanniques réagissaient maintenant en heures et non en jours. Ils improvisaient, ils s'adaptaient, ils réfléchissaient. Mais la transformation n'était pas encore complète. Les commandants allemands réagissaient toujours plus vite, ils improvisaient toujours mieux. Ils réfléchissaient toujours un niveau au-dessus. Le 13 juin 1944, une semaine après le jour J, la 7e division blindée britannique combattit le SS Obersturmführer Michael Wittmann à Villers-Bocage. Wittmann commandait un seul char Tiger. La 7e division blindée disposait de 20 chars, 14 semi-chenillés et un soutien d'infanterie complet. Wittmann détruisit 14 chars et 15 semi-chenillés en 15 minutes, pas parce que son char était techniquement supérieur, mais parce qu'il changea de tactique ce pété fois en 15 minutes, alors que les commandants britanniques attendaient toujours des ordres du quartier général. Le major Geoffroy Robert, le même homme qui, en 1940, n'avait pas compris ce que signifiait la tactique de la mission, survécu à Villers-Bocage. Dans son rapport, il écrivit désespérément: « Nous avons appris pendant 4 ans, et nous sommes toujours trop lents. L'ennemi pense en secondes, nous pensons en minutes. Et dans cette guerre, les secondes décident de la vie et de la mort. » Mais il y avait des progrès. Lors de l'opération Epsom, 2 semaines plus tard, les commandants britanniques réagissaient en moyenne en 90 minutes aux situations changeantes, toujours plus lentement que les Allemands. Donc ils réagissaient en 15 à 30 minutes, mais plus rapidement que les 4 à 6 heures de 1940. 90 minutes au lieu de 6 heures. Cela ressemble à une statistique technique. Cela signifiait des centaines de vies britanniques sauvées. Chaque heure de retard coûtait en moyenne 12 à 18 soldats britanniques lors des combats en Normandie. Août 1944, opération Totalise. Montgomery conçut une attaque massive au sud de Caen. Pour la première fois, il utilisa pleinement les principes allemands. Ses généraux de brigade reçurent des missions, pas des ordres. Ils devaient atteindre des objectifs spécifiques, mais la manière dont ils atteindraient ces objectifs leur était laissée. L'opération fut partiellement couronnée de succès. Les troupes britanniques percèrent les lignes allemandes plus rapidement que dans toute bataille précédente. Mais elles n'étaient toujours pas aussi rapides qu'une armée allemande utilisant la même doctrine depuis des décennies. L'aspect frustrant était que les Britanniques se battaient maintenant avec une copie des tactiques allemandes contre les originaux, et les originaux étaient toujours meilleurs. Le colonel Hugues Trevor écrivit dans son journal le 14 août 1944. « Nous avons enfin appris ce qu'ils savent depuis 1871, mais il ne suffit pas de copier les principes. Il faut naître dedans, être entraîné dedans, vivre dedans. Nous copions leurs méthodes, elles sont leurs méthodes. » C'était la terrible vérité. La tactique de la mission n'était pas seulement une doctrine militaire, c'était une culture, une façon de penser, une philosophie sur le leadership, la confiance et l'initiative humaine, qui a pris des générations à se développer. L'armée britannique avait 4 ans pour copier ce que l'armée allemande avait développé pendant 70 ans. Mais pendant que l'armée britannique apprenait, des soldats mouraient, de jeunes hommes avec des familles, avec des rêves, avec un avenir. Ils ne mouraient pas seulement en combattant l'ennemi, ils mouraient en attendant des ordres, qui arrivaient trop lentement. Le soldat Jacques Hébert, 22 ans, mourut le 7 août 1944 lors de l'opération Totalise. Il faisait partie d'une compagnie d'infanterie prise au piège dans une contre-attaque allemande. Le capitaine britannique avait des réserves à 400 mètres, mais il attendit 85 minutes pour obtenir l'autorisation de déplacer ses réserves. Pendant ces 85 minutes, 28 soldats britanniques moururent, dont Hébert. La mère de Jacques reçut une lettre.
Votre fils est mort héroïquement au service de son pays. La vérité jamais couchée sur papier. Son fils est mort. Parce qu'un capitaine était conditionné à attendre et parce qu'un système prisait l'obéissance plus que la vie elle-même. Le caporal William Davies, 27 ans, a péri le 19 juin 1944 près de Villers-Bocage. Il était chef de char. Son char se trouvait à 200 mètres du Tiger de Whitman. Davies vit l'opportunité d'une attaque de flanc, mais son major ordonna « Attendez la coordination avec l'infanterie ». Davies attendit. 7 minutes plus tard, son char explosa. Whitman, lui, n'avait pas attendu. Davies laissa derrière lui une femme et un fils de 2 ans. La veuve reçut une pension, mais aucune explication quant à la raison pour laquelle son mari avait dû mourir, à attendre des ordres, tandis que l'ennemi agissait. Le sergent Patrick O'Connor, 31 ans, mourut le 11 juillet 1944 près de la côte 112. Il menait une section de reconnaissance. Il découvrit une position allemande faible, qui aurait pu être prise avec une attaque immédiate. Mais le protocole exigeait « rapporter, attendez les ordres, puis agissez ». O'Connor rapporta. Il attendit. 3 heures plus tard, les ordres arrivèrent. Attaquer la position. Mais en 3 heures, les Allemands avaient renforcé la position. O'Connor attaqua. Il mourut dans les 40 premières secondes. Le commandant d'O'Connor écrivit à sa famille. Patrick était l'un de nos meilleurs hommes. Il est mort, courageusement. La vérité. Que le commandant ne pouvait pas écrire. Patrick est mort parce que je n'avais pas le droit d'agir avant d'avoir reçu la permission. Et le système est si lent que la permission signifie la mort. Ce n'étaient pas des statistiques abstraites, c'étaient des êtres humains, des pères, des fils, des frères, des maris, chacun un univers de relations, de souvenirs, de projets d'avenir, et chacun est mort en partie. Parce que l'armée britannique apprenait trop lentement ce qui aurait dû être évident. 25 mars 1945, la guerre touchait à sa fin. L'armée britannique traversait le Rhin. Le général Miles Dempsey, commandant de la 2e armée, était assis dans sa tente, lisant les derniers rapports. Les chiffres montraient une amélioration lente, douloureuse. Les temps de réaction étaient passés d'une moyenne de 6 heures en 1940 à 2 heures et demie en 1945. Les officiers improvisaient maintenant couramment. La culture commençait à changer, mais le prix avait été élevé. Dempsey avait devant lui les statistiques des pertes. L'armée britannique avait subi, de 1940 à 1945, des pertes en moyenne 30% plus élevées par objectif tactique réussi que la Wehrmacht allemande. Pas à cause d'un équipement inférieur, pas à cause de soldats moins courageux, mais à cause d'une prise de décision plus lente. 30% de pertes plus élevées signifiait des dizaines de milliers de soldats britanniques morts, parce que leur armée avait appris trop lentement. Dempsey referma les rapports, puis il ouvrit son journal personnel et écrivit une entrée qui ne fut publiée qu'en 2003. Nous avons gagné cette guerre parce que nous étions plus nombreux, pas parce que nous étions meilleurs. Ce n'est pas une leçon qu'un général britannique admet volontiers, mais c'est la vérité. 1951. École de guerre de l'armée britannique, Camberley, le colonel Adrien Simpson, maintenant âgé de 58 ans et à la retraite, se tenait devant une classe de 89 jeunes officiers. Il tenait à la main le manuel allemand, L'art de la conduite des troupes, la même édition de 1936 qu'il avait étudiée 11 ans auparavant. Simpson commença sa conférence par une question simple. Pourquoi avons-nous gagné cette guerre? Les jeunes officiers répondirent avec les phrases habituelles. La bravoure britannique, la supériorité industrielle, la coopération alliée, tout cela était vrai, mais Simpson secoua la tête. Nous avons gagné cette guerre, dit-il doucement, parce que l'Allemagne se battait sur 2 fronts, parce que l'Amérique avait des ressources illimitées, et parce que nous avons appris à temps à utiliser leurs propres méthodes contre eux.
mais soldat pour soldat, officier pour officier, tactique pour tactique, ils nous étaient supérieurs. Jusqu'au dernier jour. Le silence dans la pièce était absolu. Simpson continua. Cette leçon ne doit jamais être oubliée. Pas parce que nous voulons glorifier notre ennemi, mais parce que le professionnalisme n'a pas de nationalité. La tactique de la mission allemande n'était pas national-socialiste. Elle n'était pas fasciste. Elle était simplement plus efficace. Et si nous voulons survivre au prochain conflit, nous devons internaliser pleinement cette efficacité. Il conclut par une phrase qui devint le fondement de la doctrine militaire britannique moderne. L'orgueil mal placé tue plus de soldats que les balles. L'humilité sauve des vies. Apprendre de l'ennemi n'est pas une honte, c'est du professionnalisme. 1952, l'OTAN fut fondée et l'ironie était parfaite. Les nouvelles structures de commandement, les méthodes d'entraînement. Les doctrines tactiques de l'OTAN étaient toutes fondamentalement basées sur des principes allemands. La tactique de la mission devint la doctrine officielle, rebaptisée Mission type tactique, l'armée britannique, qui avait souffert en 1940 parce qu'elle refusait d'apprendre de la Wehrmacht, enseignait maintenant à toute l'OTAN le système qu'elle avait copié 12 ans trop tard. Des généraux allemands, d'anciens adversaires, furent engagés comme conseillers entre 1952 et 1956. 542 anciens officiers de la Wehrmacht enseignèrent aux troupes de l'OTAN les principes qui avaient failli détruire l'armée britannique en 1940. Le projet portait un nom cynique, Opération Vieux Maître. Les vieux maîtres enseignaient à leurs anciens ennemis comment se battre efficacement. Le lieutenant-général Hans Speidel, ancien chef d'état-major de Erwin Rommel, se tenait devant des officiers de l'OTAN à Bruxelles en 1954. Il expliqua la tactique de la mission avec les mêmes mots qu'il avait utilisés à l'Académie de guerre en 1938. L'ironie n'échappa à personne. L'homme qui avait vaincu les troupes britanniques en Afrique enseignait maintenant aux officiers britanniques comment il les avait vaincus. Un major britannique demanda « Comment aurions-nous pu vous arrêter ?» Speidel répondit honnêtement « En copiant nos méthodes en 1940, pas en 1943. Vous avez perdu 3 ans. Pendant ces 3 années, nous vous avons vaincu, non pas avec la technologie, mais avec la pensée. Si vous aviez appris en 1940 comme en 1943, Dunkerque serait peut-être devenue une victoire britannique et non une évacuation. » La vérité était inconfortable, mais elle était vraie. 2024, Fort Leavenworth, États-Unis, Royal Military Academy Sandhurst, Royaume-Uni, Bundeswehr-Université, Allemagne, dans chaque académie militaire occidentale moderne. La tactique de la mission est maintenant la norme. Chaque officier apprend les mêmes principes que Moltke a développés au XIXe siècle, que la Wehrmacht a perfectionné, et que l'armée britannique a désespérément tenté de copier de 1940 à 1944. La leçon est complète. Mais le prix de cette leçon ne sera jamais oublié. 384 000 soldats britanniques sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne saura jamais exactement combien d'entre eux auraient été sauvés. Si l'armée britannique avait été prête en 1940 à surmonter son orgueil mal placé et à apprendre immédiatement de l'ennemi. Les historiens militaires modernes ont fait des estimations. Le docteur Eleanor Arlange de l'Université d'Oxford a publié en 2019 une étude. Si l'armée britannique avait complètement adopté l'art de la conduite des troupes, manuelle, allemande en 1940, au lieu de progressivement entre 1940 et 1944, on estime que 50 000 à 80 000 vies britanniques auraient été sauvées. 50 000 à 80 000 hommes, une ville entière, effacée,
parce qu'une institution était trop engluée dans son orgueil, mal placée pour apprendre. Les chiffres sont épouvantables dans leur clarté. Pour chaque objectif tactique de 1940 à 1943, l'armée britannique a perdu en moyenne 18,7 soldats de plus qu'une unité allemande comparable, utilisant l'art de la conduite des troupes manuelles. De 1943 à 1944. Lorsque l'armée britannique avait partiellement intégré la nouvelle doctrine, ce chiffre est tombé à 9,2 pertes supplémentaires par objectif. De 1944 à 1945, avec une intégration complète, le chiffre est tombé à 3,1 pertes supplémentaires. Les mathématiques sont brutales. Chaque année de retard dans l'apprentissage a coûté des milliers de vies. Mais la transformation, une fois complète, fut permanente. L'armée britannique de 2024 n'est pas l'armée de 1940. Elle pense différemment. Elle opère différemment. Elle forme des officiers qui pensent de manière autonome, qui décident rapidement, qui réagissent avec flexibilité. Lors d'exercices de l'OTAN en Pologne en 2023, les troupes britanniques ont combattu des forces russes simulées. Les unités britanniques ont réagi à des situations inattendues, en moyenne en 8 minutes. Les unités russes, qui ont encore une tradition de tactique de commandement soviétique, ont réagi en 47 minutes. 8 minutes contre 47 minutes. C'est la manifestation moderne de la leçon que l'armée britannique a apprise entre 1940 et 1944. Et le prix de cette leçon fut de 384 000 vies. Le major Geoffroy Darrington est décédé en 1987 à l'âge de 76 ans. Dans son testament, il a laissé une boîte de documents aux archives militaires. À l'intérieur se trouvait son rapport original de juin 1940 que personne n'avait lu. Et une lettre, écrite en 1985. La lettre disait « J'ai combattu toute la guerre en sachant que nous nous battions plus bêtement que nécessaire. Que des hommes mouraient parce que nos généraux étaient trop empêtrés dans leur orgueil mal placé pour apprendre de l'ennemi. En 1940, je savais ce qui n'allait pas, mais je n'étais qu'un major. Personne n'écoutait, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Cette histoire doit être racontée, pas pour nous humilier, mais pour que les générations futures comprennent qu'à la guerre, l'orgueil est le plus grand des luxes, et que l'apprentissage est la survie. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, la transformation est complète. L'armée britannique se bat maintenant avec une version entièrement intériorisée de l'art de la conduite des troupes manuelles, non plus comme une copie, mais comme sa propre culture. Mais l'histoire reste. L'histoire de 4 années de souffrance, de 286 pages d'analyse désespérée, de 142 officiers qui ont étudié ce qui aurait dû être évident, de milliers de soldats morts, pendant que leur armée apprenait ce que l'ennemi savait. Déjà, l'art de la conduite des troupes manuelles allemandes n'était pas magique. Elle n'était pas invincible. Elle était simplement meilleure. Et il a fallu l'un des plus grands affronts militaires de l'histoire, avant que l'armée britannique ne soit prête à accepter cette simple vérité. Parfois, la bataille la plus difficile est celle contre son propre orgueil. Et parfois, la plus grande victoire est d'apprendre de l'ennemi. Ceci n'est pas une histoire de supériorité allemande. C'est une histoire d'humilité britannique, d'apprentissage institutionnel, de la transformation douloureuse d'une armée qui pensait tout savoir, à une armée qui était prête à tout apprendre. Et à la fin, cette humilité est devenue une force. L'armée britannique, qui avait failli être détruite en 1940 parce qu'elle refusait d'apprendre, est devenue l'une des armées les plus professionnelles du monde, précisément parce qu'elle avait appris à apprendre. La leçon de 1940 à 1944 ne portait pas seulement sur la tactique, elle portait sur la nature humaine, sur l'orgueil et la survie, sur le fait qu'à la guerre, la vérité est plus importante que l'ego. Le major Geoffroy Darrington avait raison.
sur la plage de Dunkerque en mai 1940. L'armée britannique devait apprendre à penser comme l'ennemi. Cela a pris 4 ans. Cela a coûté des dizaines de milliers de vies. Mais à la fin, elle a appris. Et cette leçon, achetée avec du sang et l'affront, façonne encore aujourd'hui toute l'armée de l'OTAN sur la planète. C'est le véritable héritage de l'art de la conduite des troupes manuelles allemandes. Pas qu'elle fût invincible, mais qu'elle était si bonne que même ses plus grands ennemis n'ont eu d'autre choix que de la copier. Et dans cette copie, d'accepter une vérité. Le professionnalisme ne connaît pas de frontières. Et celui qui n'apprend pas du meilleur meurt contre le meilleur. La prochaine fois que vous entendrez parler d'exercices de l'OTAN, de doctrine militaire moderne, de commandement décentralisé et d'officiers autonomes, rappelez-vous que chacun de ces principes a été appris par une armée britannique qui a refusé d'apprendre jusqu'à ce que la réalité l'y oblige. Et souvenez-vous des hommes qui sont morts pendant que leur armée apprenait. Henderson, Davis, O'Connor, des milliers d'autres dont les noms sont oubliés, dont la vie a été écourtée, non pas par l'ennemi, mais par la lenteur de leur propre institution. Leurs noms ne figurent pas sur les monuments, mais leurs sacrifices ont créé l'armée moderne, et c'est un héritage qui ne devrait jamais être oublié.